Donc, bienvenue à ce meet-up organisé par OnePoint dans les locaux de notre partenaire Microsoft. Juste avant de démarrer, je vais quand même vous parler un petit peu de ma société, donc de OnePoint, qui est à l'origine de ce meet-up. Donc, OnePoint, on est une société de services spécialisée dans la transformation numérique et on se positionne en architecte de la transformation. Donc aujourd'hui, OnePoint, c'est 2300 collaborateurs présents en France et dans 14 implantations. On a une moyenne de 33 ans, une moyenne d'âge de 33 ans. Et aujourd'hui, notre positionnement, c'est vraiment sur 4 grandes thématiques de marché qui sont la partie data, IA, le design, les plateformes et tout ce qui est super collectif. Et dans le super collectif, forcément, il y a toute la partie collaborateurs, gestion des collaborateurs, bien-être des collaborateurs. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille sur les thématiques qu'on vous présente ce soir. Si on regarde OnePoint Sud-Ouest, aujourd'hui, on est sur Bordeaux et sur Toulouse. C'est à peu près 350 collaborateurs. Et on fait tout ce qu'on peut pour être fortement présent dans l'écosystème local et participer à l'écosystème local parce qu'on croit en notre région, du moins on croit en nos deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et on veut vraiment participer à la vie locale, donc organiser des événements comme on fait ce soir. S'implanter avec l'écosystème, donc travailler avec la French Tech, travailler avec les incubateurs, travailler avec toutes les sociétés avec qui veulent bien travailler avec nous aussi, qui acceptent des partenariats, qui acceptent de jouer le jeu, qui acceptent de fabriquer des événements, de fabriquer des solutions, de fabriquer des idées. Et globalement, ça se passe plutôt bien aujourd'hui. On arrive à bien s'implanter dans cet écosystème et c'est aussi la raison de notre présence sur la Cité numérique. Parce que la Cité numérique commence à être le hub numérique de Bordeaux. Et on trouve vraiment de nombreux partenaires ici qui sont là pour qu'on travaille ensemble et pour qu'on travaille aussi sur du super collaboratif. Les locaux, pour nous, c'est important. Donc on fait vraiment un gros travail sur la qualité de nos locaux, la qualité de nos surfaces. Toujours pareil, pour avoir la meilleure expérience collaborateur et aussi une meilleure expérience client, parce qu'on fait tout aussi pour que nos clients viennent chez nous, qu'on arrête d'aller chez eux, mais plutôt qu'ils viennent chez nous et trouver dans nos locaux, avec nos collaborateurs, avec nos projets, tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Donc on essaye vraiment de développer un système dans lequel les clients viennent chez nous, les mains dans les poches, et peuvent faire leurs projets, leurs transformations, développer leurs idées, voire travailler sur de la recherche-développement, parce qu'on a lancé toute une équipe de recherche-développement l'année dernière, qui a pour objectif de développer de nouvelles solutions, de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques, et travailler sur des idées comme ce qui va vous être présenté ce soir sur la charge mentale. Notre partenaire, Microsoft, qui nous héberge ce soir, je lui laisse la parole. Merci Erwan, bonsoir à toutes et à tous, Fabien Malny. Donc je suis le Lab Manager en fait de l'Experience Lab Microsoft de Bordeaux. Donc pour rapidement vous le faire un rapide topo en quelques minutes de la présence de Microsoft à Bordeaux, c'est une première puisqu'en plus de 33 ans plus de 33 ans de présence en France, Microsoft n'avait jamais eu d'implantation sur la région bordelaise. Chose qui est changée depuis maintenant 1 mois et demi. Donc l'espace dans lequel vous vous situez est en fait un espace qui est dédié en fait à ce type de meeting, à toute la rencontre. C'est une plateforme liée autour de l'idéation, autour des échanges et de l'interconnexion entre tous les acteurs du numérique de la région de Nouvelle-Aquitaine. Ça fait partie d'un plan plus global que Microsoft a lancé maintenant depuis 1 an et demi qui s'appelle le plan Région. L'objectif est de pouvoir apporter proximité, échange et interaction avec l'ensemble des acteurs où Microsoft va s'implanter. Aujourd'hui, 2 labs existent. Nantes, Bordeaux est le deuxième. Toulouse arrive sous peu, donc dans la lignée de notre partenaire OnePoint. Lyon et Marseille viendront dans les mois à venir. Donc maintenant, je vais laisser la parole à ces dames autour de la thématique de la charge mentale. Et en tout cas, merci à toutes et à tous de votre venue. Juste pour vous parler vite fait de nos ambitions sur le Sud-Ouest. Donc je dis aujourd'hui on est 350. On a vraiment vocation à arriver à plus de 1000 collaborateurs dans les 4 ans à venir. Et pour nous aider là-dedans, on a un projet de campus qui est plus que conséquent puisqu'on va essayer de monter un campus de 30 000 m² à côté de la gare pour justement être capable d'accueillir chez nous tous ceux qui veulent travailler avec nous. Depuis la start-up, des clients, des écoles, des académies, des showrooms, des formations, et forcément des Digital Factory pour pouvoir faire aussi nos projets. Si vous voulez suivre, n'hésitez pas. Le hashtag OnePointSO pour Sud-Ouest. Donc maintenant, je laisse la parole à Julieta de la Vegas
Juliette pour les intimes. Merci Erwan. Hop. Je voulais aussi remercier Erwan au passage pour sa présence aujourd'hui. Il a annulé ses petites vacances pour venir ici nous soutenir. Donc voilà, on a un partenaire qui se soucie vraiment du bien-être de ses collaborateurs. Alors du coup, je vais vous introduire un peu l'équipe qui est présente ce soir pour vous parler de charge mentale. Donc il y a Alexandra Delmas, qui est docteur en sciences cognitives et qui fait partie de notre équipe en R&D. Il y a Fanny Bonneville-Turpin, donc, qui est notre leader consultante en change management. Il y a Géraldine Gonard, qui est consultante en change management. Et Lucie Morel, consultante en change management. Et moi-même, Juliette Massard, donc consultante R&D et psychologue du travail. Je change de main. Alors, qu'est-ce que nous allons aborder ce soir ? Donc, on vous propose un plan plutôt en 3 parties. Dans la première partie, on va vous donner un peu des éléments de définition autour de la charge mentale. Dans la seconde partie, on va vous donner un peu les facteurs, ce qui va venir induire la charge mentale. Et enfin, nos consultantes Change vont vous parler un peu des solutions qu'on peut mettre en place pour du coup faire face à ce phénomène. Alors tout d'abord, donc des petits éléments de définition. Donc qu'est-ce que la charge mentale ? Et là, je vais vous inviter en fait à prendre votre smartphone et donc à rentrer le lien qui est ici présent. Donc app.klaxoon.com pour pouvoir interagir avec nous. Ils vont vous demander un code, donc c'est celui-ci. Et du coup, vous allez me dire en un mot, pour vous, qu'est-ce que la charge mentale ? J'attends un peu que les têtes se relèvent, si jamais c'est bon. Alors, du coup, on a des mots qui arrivent. Ça arrive, ça arrive. On a anticipation, pression, émotion, planning, backlog. Donc, on a des développeurs dans la salle ou des gens, en tout cas, qui bossent en informatique. Ouais, je veux bien que tu mettes l'affichage, du coup. On a stress, épuisement, surcharge, gestion des tâches. Alors, je vous ai fait un petit top 10 du nuage de mots qui apparaît à mon écran, mais pas au vôtre, désolé. Du coup, le premier mot qui vient vraiment en gros, c'est le stress. Ensuite, on a l'épuisement, on a la notion de planning, la notion d'émotion, la notion d'organisation et de saturation. Donc tout ça, c'est très bien parce qu'on va vous en parler ce soir. Voilà, ça tombe bien, vous êtes dans le mille. Tous ces mots, on va y revenir, bien évidemment. Hein, on va en parler. Mais super, donc le plus gros, c'était le stress, l'épuisement, la gestion, le planning. Tout ça, on va en parler ce soir. Je voulais commencer par vous donner des petits points de repère, en fait, à la notion de charge mentale. Donc souvent, quand on parle de charge mentale, on en entend beaucoup parler dans les médias avec la charge mentale ménagère, la charge mentale des femmes. Donc oui, évidemment, c'est un concept qui est arrivé dans les années 80. C'est une sociologue en fait qui s'est intéressée à la vie des femmes et au double travail qu'elles pouvaient avoir, à la fois donc le travail en entreprise ou à l'usine et le travail qu'elles faisaient chez elles avec la gestion du foyer et la gestion des tâches ménagères. Donc en fait, cette sociologue s'est rendue compte qu'il y avait une vraie perméabilité entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Ensuite, quand on parle de charge mentale, on va bien évidemment parler de charge de travail. Donc la charge mentale est comprise dans la charge de travail parce que là, du coup, on va parler de charge mentale au travail. Donc il y a la charge de travail, elle peut être physique. Donc ça va être quand on va porter des charges lourdes. Voilà, ça va être la fatigue physique que va amener le travail. Mais il va y avoir aussi la charge émotionnelle du travail, la charge psychologique, qui est très très présente, par exemple, chez les infirmières, chez les métiers où il y a du contact avec le public et où on doit gérer tout un tas d'émotions et d'interactions humaines.
Enfin, un troisième repère que je voulais vous donner quand on parle de charge mentale, c'est bien évidemment l'usage des nouvelles technologies de communication et d'information. En fait. C'est vraiment, avec l'avènement des technologies depuis les années 90, on a vraiment des nouveaux outils de travail. Voilà, l'ordinateur, le téléphone portable, tous les logiciels qu'on va avoir. Et cela va avoir un impact sur notre activité et un impact sur notre concentration et sur nos capacités attentionnelles parce qu'on est sans cesse sollicité. On est sollicité à la fois en termes de quantité d'informations à traiter, mais aussi avec l'urgence sans cesse. Et donc, il y a vraiment une surcharge informationnelle qui est due aux nouvelles technologies. Donc, avec tous ces éléments-là, en fait, on en est venu à une définition plutôt générale de la charge mentale. La charge mentale, ça va être l'ensemble des contraintes ressenties et affectant l'être humain au niveau mental. Donc on a eu là une définition générale. Mais il y a des gens qui se sont intéressés à quantifier cette charge mentale. On a un psychologue, Sweller, qui du coup nous a donné un ratio pour la quantifier. Il a dit que la charge mentale, en fait, c'est la demande de la tâche sur les ressources qu'on a de disponibles pour l'effectuer. Alors je vais revenir du coup au nuage de mots et du coup à l'interaction qu'on a eue. En fait, quand on parle de charge mentale, on parle aussi souvent du coup de stress. C'est le premier mot qui vous est venu à l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va être des mécanismes qui sont vraiment très très proches. C'est vraiment deux notions qui sont très similaires. Vous allez voir pourquoi. Du coup, je vais vous présenter un modèle qui est très répandu en psychologie du travail, mais aussi en prévention et en santé et sécurité au travail. C'est un modèle en fait qui dit que le stress perçu, ça va être le ratio entre la demande psychologique de la tâche et la latitude décisionnelle que l'on a pour l'effectuer. Cette latitude, elle est composée de deux facteurs, l'autonomie et la compétence sur la tâche. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment une très grande similarité entre ces deux concepts. C'est à partir de ce ratio, les chercheurs ont établi 4 situations de travail en fonction de la demande de la tâche et de la latitude décisionnelle. On va avoir une situation passive, c'est celle où il y a très peu de demande et très peu d'autonomie, donc on va être dans la passivité. Il va y avoir celle détendue, donc c'est celle où on a beaucoup d'autonomie, mais à la fois, il n'y a pas beaucoup de demande. Et celle dont j'aimerais vous parler plus précisément, c'est celle du job strain, donc c'est la situation de travail tendue. Pourquoi je veux vous en parler ? Parce que c'est celle qui va être la plus délétère. En effet, je vais vous présenter là, du coup, en fait, c'est un modèle du stress. Le stress, en fait, c'est une réaction physiologique normale à un stimulus. On a une phase d'alarme, ici. Donc là, c'est quand le stimulus il arrive. Et enfin, on va entrer en phase de résistance. Donc là, sur l'image, on voit le bonhomme qui résiste à sa charge de travail. Oh non, non, non. Mais ça aurait pu tout à fait être quelqu'un qui voit sa charge de travail et qui essaye de faire de son mieux. Donc en fait, cette phase de résistance, il va y avoir plusieurs sorties. Il va y avoir plusieurs cas de figure. La première, c'est au final, le stimulus, il disparaît et c'est bon. Je retourne à un état à peu près normal de réponse. Il va y avoir le cas de figure où la personne elle s'est adaptée, elle a mis en place des stratégies et c'est bon, au final, son niveau de résistance, il augmente et ça peut aller. Et il va y avoir vraiment le cas qui est le plus délétère, c'est celui où au final, on résiste, on ne peut pas faire face, on n'y arrive pas. Et là, à force d'être dans le stress, dans la longueur, le corps va s'épuiser en fait. Il a vraiment pris toutes ses ressources. On va être dans de la fatigue, de l'anxiété, des manifestations physiologiques. Et au long terme, ça peut vraiment amener à des cas très graves de burn-out. Donc pourquoi je vous parle de ça ? C'est qu'en fait, souvent, on dit il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. En fait, non, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il y a une stimulation et une réponse. Et en fait, le tout, c'est de ne pas rester dans un stress qui va être chronique. Et c'est pareil pour la charge mentale, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise charge mentale.
Et là, je vais revenir donc du coup à la dernière situation de travail, donc la situation de travail active. Donc c'est celle qui va vraiment être le plus intéressante pour nous. Ça va être celle où, OK, il y a beaucoup de demandes, mais on a de la latitude décisionnelle pour l'effectuer. Donc en fait, on va développer ses compétences, on va se sentir plus engagé dans la tâche et on va être motivé. Et c'est là que du coup, je vais donner la parole à mon acolyte, Alexandra, pour vous en parler un peu plus. Merci Juliette pour cette présentation vraiment sur le côté modèle psychologique de situation de travail. Alors en effet, comment on atteint cette situation de travail active ? Donc cette situation, elle va être notamment expliquée grâce à la théorie du flow. La théorie du flow, c'est une théorie qui a été développée par l'auteur ci-dessus, dont je tairai le nom, excusez-moi. En fait, cette théorie du flow, qu'est-ce que le flow ? Le flow, en fait, c'est un état mental que l'on va atteindre lorsqu'on est à fond vraiment dans une tâche. On ne va plus avoir notion du temps qui passe, on ne va plus avoir notion de la fin, etc. On va être complètement immergé dans notre activité. Dès qu'on a un obstacle, on a un feedback qui va venir à nous directement. Enfin voilà, on est vraiment dans un état optimal de concentration dans cette activité. Et cet état, il est notamment atteint lorsque le niveau de compétence est similaire, en tout cas équivalent au niveau de difficulté que demande la tâche. En effet, si jamais on a le fameux ratio ressources disponibles est supérieur en fonction de la difficulté de la tâche, on va être dans une situation trop facile en fait pour nous. Donc on rentre vraiment dans une phase d'ennui et même à l'extrême, on peut parler désormais du bore-out. Donc c'est un terme qui apparaît de plus en plus. Donc c'est vraiment quand nos ressources, nos compétences, elles sont vraiment supérieures par rapport à la difficulté de la tâche. Au contraire, si la difficulté de la tâche est supérieure aux compétences que l'on a, donc si le challenge il est vraiment supérieur, on rentre un peu dans la situation de travail que disait Juliette, c'est-à-dire des conditions où c'est beaucoup trop difficile. On va être dans un état d'anxiété comme notre bon ami Sheldon, hyperventilé. On parle même alors de burn-out, qui est un terme qui est également récent. Par contre, du coup, notre état de flow, qui va être atteint lorsque les compétences sont de niveau équivalent au challenge demandé, vont alors promouvoir notre motivation à s'engager dans la tâche, mais également notre estime de soi, ainsi que l'apprentissage. Donc on va être comme Bob l'éponge à fond immergé dans nos activités. Et maintenant qu'on vient de vous parler de toutes ces théories psychologiques, côté cerveau, voilà, côté neurosciences, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau par rapport à cette charge mentale ? Comment notre cerveau va traiter ce fameux concept ? En reprenant notre fameux ratio que disait Juliette tout à l'heure, donc charge mentale égale demande de la tâche sur les ressources disponibles, en neurosciences, on va prendre ce même ratio, mais on va définir de façon légèrement différente les termes. En effet, la demande de la tâche va correspondre en fait à la complexité de la tâche, mais également à la façon dont les informations relatives à la tâche vont nous être présentées. De la même façon, les ressources disponibles, en fait, correspondent à la capacité qu'a notre cerveau à gérer la tâche que l'on doit effectuer. Pour expliquer donc ce fameux concept, on va se baser sur le modèle de mémoire d'Atkinson et Shiffrin de 68, donc c'est les modèles d'architecture classiques de la mémoire. Tout d'abord, on va avoir donc différents stimuli lorsqu'on a une tâche à faire. Donc on va avoir plein d'informations qui vont arriver constamment à nous, des informations gustatives, olfactives, auditives. Voilà, nos 5 sens sont régulièrement sollicités. Et en fait, toutes ces informations vont aller dans notre partie postérieure du cerveau, donc notre mémoire sensorielle. Mais cette mémoire, elle est tellement éphémère qu'on va même parler de registre sensoriel. Donc on a tous ces stimuli qu'on a constamment face à nous. Et en fait, on va solliciter nos ressources attentionnelles qui vont filtrer et solliciter les informations pertinentes pour mener à bien notre tâche. En fait, on va avoir plein d'infos, sauf que tout le reste, on va complètement les oublier. Donc, comme l'expression, ce qui ressort par une oreille ressort de l'autre. Donc voilà, en fait, nos ressources attentionnelles vont être sollicitées. Je parlais des biais attentionnels il y a 2 semaines lors du Meetup IA et Cognition, où en fait, ces ressources vont permettre de filtrer et sélectionner l'information pertinente pour mener à bien notre activité. Donc, nos ressources attentionnelles vont sélectionner les informations et elles vont arriver alors de la partie postérieure au lobe frontal, donc, qui correspond à notre mémoire de travail.
La mémoire de travail, en fait, c'est une forme de mémoire à court terme et c'est celle-là que l'on va solliciter notamment lorsqu'on va avoir des tâches d'apprentissage explicites. Par exemple, retenir un numéro de téléphone. Donc cette mémoire de travail, donc elle a différentes fonctions. Elle va permettre de maintenir l'attention lorsqu'on est en train d'apprendre quelque chose, ou même des nouveaux process, des nouvelles méthodes de travail, etc., des nouvelles tâches. Elle va permettre donc de traiter, manipuler les données. Mais en fait, ce qui est en lien surtout avec la charge mentale, c'est que non seulement son stockage est temporaire, mais surtout sa capacité est très limitée. Et c'est pour ça notamment qu'on ne peut pas tout gérer. Donc lorsqu'on a une tâche trop complexe à faire, donc qui dépasse nos fameuses ressources, ou alors beaucoup trop d'informations, on ne pourra pas tout gérer. Donc notre performance va s'en ressentir. Donc je suis désolée mesdames, vous pensiez que vous étiez multitâches, c'est un mythe. Notre cerveau fonctionne de façon séquentielle. Donc même si on va arriver peut-être à tout faire, il faut savoir que ça ne sera pas la façon la plus optimale possible. Donc cette mémoire de travail, elle est sollicitée lorsqu'on a des tâches nouvelles ou complexes à faire. Et en fait, à force d'entraînement, de répétition et vraiment de persévérance, en fait, on va pouvoir automatiser tout ça, donc tous ces nouveaux process. On va pouvoir l'automatiser et les mettre notamment dans notre mémoire à long terme. On va pouvoir les stocker. Donc ça va être dans la partie médiane de notre cerveau. Donc ce stockage va être à long terme, mais également le traitement va être complètement automatisé. On n'aura plus à faire d'efforts conscients en fait, pour ressortir l'information ou la tâche, et sa capacité est illimitée. Si je vous demande par exemple votre date de naissance, direct, vous saurez me la dire. Vous avez complètement automatisé cette information, alors qu'au début, quand vous étiez tout petit, vous avez dû la lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et maintenant c'est complètement automatisé et inconscient. Donc, pour vous illustrer cette dualité entre mémoire de travail et mémoire à long terme, laissez-moi vous présenter Jérôme. Donc, on a tous vécu la même situation que Jérôme, alors peut-être pas autant, mais à moindre effort, où on va voir à quel point il peut solliciter sa mémoire de travail. C'est le cas de Jérôme. Il en est à sa 5e tentative. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer son examen. Et ça commence plutôt mal. Il cale. Allez, on remet en route, on utilise bien ses commandes et on essaie de se détendre. Heureusement pour lui, caler n'est pas une faute éliminatoire. Mais Jérôme n'est pas au bout de ses peines. Il sait qu'il va devoir affronter une épreuve qu'il redoute, la manœuvre. Et dès que possible, vous faites un créneau à gauche. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez seul? Si j'étais seul, Jérôme a droit à une 2e tentative. Dès que ce sera possible, on va repartir. Encore raté, même l'inspectrice semble perdre tout espoir. Mais ce qui va perdre définitivement le jeune homme, c'est cette erreur, commise lors de son arrivée sur une voie rapide. Attention, ne forcez pas le passage quand c'est comme ça. Observez bien avant. Faites ralentir la voiture qui est derrière vous. Et ça, c'est une faute éliminatoire. On ne doit en aucun cas gêner la circulation des autres automobilistes. Le jeune homme n'a plus aucune chance. Il sait qu'il vient de rater son permis de conduire pour la 5e fois. Donc, ce collier, ce sera défavorable. Voilà. Donc, Jérôme, on voit qu'il est en pleine surcharge mentale. Il n'a pas eu le temps de tout automatiser. Il ne s'est pas assez entraîné parce que il avait des ressources pas nécessaires, pas suffisantes en tout cas. Donc, pour réussir son permis de conduire. Sauf que depuis, en fait, Jérôme, il s'est beaucoup entraîné, il a beaucoup répété, et maintenant, en fait, il a réussi à tout automatiser, tous ses process, il a pu les mettre en mémoire à long terme. Maintenant, la légende raconte que Jérôme sillonne les rues de Marseille. C'est parti! Monseigneur a de la chance, l'hiver les rues sont vides dans Marseille, c'est plus pratique pour visiter la ville. Ouais, j'ai de la chance. Donc maintenant c'est bon, Jérôme il a bien monté en compétence sur ce sujet-là. Donc là on vient de voir comment notre cerveau traitait la charge mentale. Mais nous, simples mortels, comment on évalue cette fameuse charge mentale?
Alors, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être faites. Il y en a 3 principales. Tout d'abord, on va regarder la performance. Alors, certes, ce n'est pas un lien de causalité, néanmoins, on sait qu'une baisse de performance peut notamment être liée à une surcharge mentale. On a également différentes mesures physiologiques. Alors moi, je pense que je peux manifester différentes mesures comme la sudation. Comme si on me mettait une carte de chaleur, on verrait que c'est plutôt rouge au niveau du front et du nez. Donc ça, c'est des mesures physio associées à la charge mentale. Il y a également donc, les électroencéphalogrammes où il y a des ondes vraiment spécifiques à la charge mentale. On a également des questionnaires donc d'autocomplétion. Donc ça ne sert à rien de faire comme M. Bean et de copier sur le voisin, parce qu'en fait, on va demander donc à l'utilisateur, après avoir effectué une tâche particulière, de s'auto-évaluer sur la difficulté de la tâche sur 3 dimensions, en termes de dimension physique, en termes de dimension émotionnelle et en termes de dimension cognitive. Donc ça, c'est les principales mesures pour évaluer la charge mentale. Donc là, on vient de voir que les différentes ressources donc, étaient différentes en fait, selon chacun. Donc on sait qu'elles varient non seulement d'un individu à un autre, on est tous différents, on a tous des ressources différentes. On sait que Jérôme, on n'a pas tous dû passer notre permis pour la 5e fois. On a tous des ressources différentes, mais également pour un même individu, on n'aura pas les mêmes ressources, que ça soit un lundi par exemple ou un vendredi, on aura nos ressources disponibles qui vont différer. Il faut savoir que ces variations de ressources s'expliquent à cause des biais cognitifs. Alors c'est quoi les biais cognitifs ? C'est une distorsion dans notre traitement cognitif lorsqu'on doit traiter une information. Et en fait, ce sont nos biais qui vont impacter nos choix et perturber nos décisions. Ils interviennent notamment lorsqu'on a beaucoup d'informations à prendre en compte et lorsqu'il y a un degré d'urgence assez important. On doit prendre une décision là, maintenant, tout de suite. On n'a pas le temps d'analyser tous les paramètres. Et donc nos biais, nos différents biais, donc, qui expliquent souvent à cause de nos expériences de vie, de ce qu'on a déjà rencontré, c'est ça qui va prôner en fait notre décision. Alors, je vais vous montrer un exemple de biais. Je vais vous montrer une liste de mots. Je vais vous la présenter et je vous demanderai un peu plus tard de me la rappeler. Donc, les mots qui s'affichent: gilet, jonquille, domino, hareng, dentiste, harpe, cuivre, colombe, palmier, judo. Je vais vous demander de vous les répéter et je vous demanderai de me dire si vous vous en rappelez un peu plus tard. Mais passons maintenant à une petite vidéo. Un bateau ? Oh, j'en ai vu un beau qui passait il n'y a pas une minute. Il est parti par là. Il est parti par là. Suivez-moi. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Vous me l'avez déjà dit de quel côté il était parti ce bateau? Ah ouais? Oh non. Bon, écoutez, si c'est une blague que vous me faites, elle n'est pas drôle du tout. Et je m'y connais en blague. Je suis poisson clown. Non, je sais, c'est pas drôle. Je suis vraiment désolée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Des troubles de la mémoire immédiate? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure. Et il paraît que cette famille... Enfin, en tout cas, je crois... Alors, pas de panique, je ne vais pas vous demander si vous avez des troubles de la mémoire immédiate, comme Dory, mais je vais vous demander si vous avez des troubles de la mémoire de travail. Quels sont les mots dont vous vous rappelez? Mademoiselle, par exemple, pouvez-vous me dire les mots dont vous vous êtes rappelés? J'ai un grand moment de solitude, là. Colombo, hareng, jonquille, gilet, merci. Cœur de palmier, quelque chose comme ça, mieux. Vous pouvez l'aider si vous voulez. Dentiste et domino. Ah oui, domino. Merci beaucoup. Alors, du coup, la majorité d'entre vous a dû normalement se rappeler donc, de certains mots. Donc, la plupart du temps, donc, ce sont les 3 premiers. Donc, la majorité, c'était normalement gilet, jonquille, domino, ou en tout cas les premiers. Et la majorité, normalement, ça peut être les 3 derniers, en tout cas la fin de la liste de mots. Donc ça correspond à 2 biais mnésiques. Donc si c'était les 3 premiers, ou en tout cas les premiers mots de la liste dont vous êtes rappelés, c'est parce que vous avez sollicité un biais mnésique qui s'appelle l'effet de primauté. Et si vous vous êtes rappelé des derniers mots de la liste, c'est parce que vous avez manifesté un biais mnésique qui s'appelle l'effet de récence. Mais concrètement, ça veut dire quoi?
Si on reprend notre fameux modèle de la mémoire d'Atkinson et Shiffrin, en fait, je vous ai demandé d'abord d'apprendre une liste de mots, donc c'est les stimuli, qui sont passés en mémoire de travail. Donc vous les êtes appris, répétés pendant un certain laps de temps. Et en fait, durant cette répétition, donc voilà, vous avez appris cette liste. L'effet de primauté, en fait, correspond au premier mot de la liste parce que vous avez commencé à vous les intégrer en mémoire à long terme. Donc, ils ont commencé à être automatisés et c'était plus facile de se les rappeler. Et en fait, si vous êtes rappelé des derniers mots de la liste, c'est parce que vous étiez encore en train de vous les répéter. Donc, ils étaient encore en mémoire de travail. C'est pour ça que vous aviez plus de facilité à vous en souvenir. Mais les autres, me direz-vous, où sont-ils passés ? En fait, actuellement, on ne sait toujours pas où sont passés ces fameux mots que l'on oublie lorsqu'on est en apprentissage explicite. Et c'est ça notamment qui est en lien avec la charge mentale. C'est notamment lorsqu'on a beaucoup de choses à gérer. Là, je vous ai donné 10 mots, mais imaginez une situation de travail où vous avez 30 activités à gérer en même temps. C'est sûr qu'il y aura des oublis. Et c'est notamment ces fameux oublis qui sont dus au modèle de la mémoire de travail. C'est parce que vous n'avez pas eu le temps de vous les répéter ou en tout cas de vous les automatiser en mémoire à long terme. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, il y aura forcément des choses de votre to-do list que vous aurez oublié de faire. Donc, maintenant qu'on vous a présenté un peu tout ce qui se passait côté traitement du cerveau et ainsi que les modèles en psychologie, je vais redonner la parole à Juliette pour conclure sur cette première partie. Merci Alexandra. Alors du coup, pour éviter tout effet de primauté et tout effet de récence, on vous a fait un petit récapitulatif, jusqu'à présent. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? Que la charge mentale, en fait, c'est une perception qui est personnelle. Pour la même situation, chaque individu aura une réaction différente, une charge mentale qui va être différente. Ensuite, la charge mentale, elle est très liée donc à la mémoire de travail. Et donc, nous avons une capacité de traitement de l'information qui est malheureusement limitée. Enfin, la charge mentale, elle se manifeste par des manifestations physiologiques. Donc, la sudation, des ondes au niveau du cerveau. Et enfin, on peut dire que la charge mentale, c'est un indicateur de santé au travail, puisqu'elle est fortement liée aux notions de stress, de surcharge et de sous-charge de travail. Enfin, l'idée qu'on voulait que vous reteniez, c'est que la charge mentale, c'est un équilibre fragile entre les exigences de la tâche et vos ressources pour l'effectuer. Ces ressources, elles sont diverses. Vous avez des ressources qui sont bien évidemment physiques, intellectuelles, mais aussi des ressources qui sont psychologiques, des ressources émotionnelles. Vous avez aussi des ressources sociales. Et c'est cette ressource-là qui est aussi très importante dans ces mécanismes-là. Le soutien social est un facteur protecteur du stress. Donc, je vous invite vraiment à partager avec vos collègues, à vraiment être dans une ambiance de travail bienveillante. Alors, du coup, nous allons passer à qu'est-ce qui induit la charge mentale, donc aux facteurs de la charge mentale. Et pour cela, je vais vous passer une petite vidéo. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, alors ici, Astérix et Obélix sont dans la maison des fous. Alors selon vous, quels peuvent être les facteurs de charge mentale ici pour Astérix et Obélix ? Est-ce que vous avez des petites idées ? Oui, il y a toujours une surcharge, en fait, il y a beaucoup d'informations. Des injonctions paradoxales aussi, formulaire vert, formulaire bleu, on ne sait plus où on en est. On ne voit pas la fin, ouais, tout à fait. Donc ça s'accumule, il y a de l'accumulation. D'autres idées ? Non ? Ouais ? Oui, voilà, il n'y a aucun sens en fait, ils ne savent plus ce qu'ils font. À la base, ils venaient pour un seul formulaire, ils se retrouvent à devoir faire 15 000 choses à la fois. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est des facteurs de charge mentale. Je vais vous passer du coup une seconde vidéo. Marco, le contrat Grubol pour le président. Voilà, alors selon vous ici, quels peuvent être les facteurs de charge mentale ?
Les interruptions, ouais, tout à fait. Le manque de sens, ouais. Les réunions qui ne font pas sens et qui s'accumulent. La gestion des priorités, oui, tout à fait. Pardon ? Oui, voilà. Donc en fait, il y a des réunions qui sont imposées comme ça. On martèle, réunion, réunion. Voilà, c'est vraiment la réunionnite aiguë. J'avais noté aussi la notion d'urgence. Hein. Réunion dans 3 quarts d'heure, réunion dans 15 minutes. Il faut vraiment être prêt. Voilà. Donc tout ça, ça peut être des facteurs de charge mentale, en effet. Donc on vous propose voilà, un petit récapitulatif des facteurs de charge mentale. Du coup, on les a classifiés. Donc il va y avoir des facteurs individuels. Donc ça va être vos états internes, le stress, la maladie, la fatigue. Tout ça, ça va venir influer sur la charge mentale. Il va y avoir, on en a parlé en tout début de Meetup, les tâches ménagères, la vie familiale, qui vont aussi influer sur la charge mentale. Et il va y avoir en suivant les habitudes culturelles. Donc on entend par là, si vous devez faire une tâche dans une autre langue que votre langue maternelle, ça va être beaucoup plus dur. Ça va vous demander beaucoup plus de ressources. Mais aussi les changements d'habitude. Par exemple, si on vous demande de passer d'un bureau fixe à un open space, ça va vous demander beaucoup plus d'adaptation et beaucoup plus de ressources. Ensuite, il y aura les facteurs organisationnels. Donc là, il va y avoir l'environnement de travail, donc le bruit, la luminosité, qui peuvent influer sur la charge mentale. Vous allez avoir les conditions de travail, donc ça rejoint un peu l'environnement de travail aussi. Mais là, on va parler surtout de durée, de temps de travail, qui, voilà, des fois, ne sont pas en lien avec nos rythmes biologiques. Enfin, il va y avoir les relations sociales, donc on en a parlé. Le soutien social qui est vraiment un facteur protecteur et qui va nous aider à trouver des ressources. Et enfin, le contenu du travail, donc là, ça va être tout ce qui est complexité, délai, qui va venir influer sur la charge mentale. Alors maintenant, pour passer à cette dernière partie de Meetup, je vais inviter Géraldine, Fanny et Lucie à venir vous présenter un peu les solutions qu'on peut mettre en place pour faire face à la charge mentale. Donc maintenant qu'on vous a un petit peu expliqué, vous avez compris les mécaniques du cerveau, hein, comment fonctionne notre cerveau et notre mémoire, et qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve en situation de charge mentale, qu'on a abordé aussi les mécaniques psychologiques. On s'est dit qu'il était intéressant de partager avec vous et de vous proposer quelques solutions. Alors, des solutions qui sont à la fois apportées de manière individuellement, à mettre en place de manière individuellement, mais aussi des solutions qu'il est nécessaire que les organisations mettent en place. Parce que pour nous, c'est vraiment un enjeu important qu'il y ait un alignement entre les actions mises en place par les individus et les organisations. Ce qu'on souhaite aussi partager avec vous, c'est des solutions autour de ces 3 thématiques qui nous semblaient importantes, donc la gestion des priorités, la concentration et l'innovation managériale. Donc, je vais laisser la parole à Lucie, qui va commencer à nous parler sur la gestion des priorités. Alors, on vous propose un premier outil, la matrice Eisenhower, qui est un outil que vous pouvez utiliser donc, à titre individuel. Pour la petite histoire, le nom de cette matrice vient donc du président Eisenhower des États-Unis, qui était réputé pour être très efficace, très performant lors de ses 2 mandats. Et il avait pour habitude de dire « ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important ». Donc finalement, qu'est-ce que nous propose cette matrice ? Donc c'est une matrice de décision. Quand vous avez une to-do qui s'allonge avec plein de tâches qui s'accumulent et que vous ne savez pas par où commencer, l'idée est finalement de prioriser vos actions suivant 2 axes. Les actions importantes et les actions et leur notion d'urgence. Donc qu'est-ce que ça veut dire important ? Important, finalement, c'est une action qui va vous permettre d'avancer. C'est une action, si vous regardez son impact, il va soit y avoir des conséquences négatives si jamais vous ne réalisez pas cette action, soit au contraire, elle va vous apporter une forte valeur ajoutée lors de sa réalisation. A contrario, la notion d'urgence, donc là, on va être vraiment sur une action qui nécessite votre attention immédiate
et qui finalement va se baser sur l'échéance qui est fixée ainsi que la durée que ça va vous prendre pour réaliser cette action. Donc, on classe nos actions suivant ces critères-là. Et donc ensuite, ça va nous permettre de voir quel comportement est-ce que je dois adopter face à ces actions. Donc, par exemple, ici, les tâches importantes et urgentes, eh bien là, il n'y a pas d'hésitation à avoir, il faut les traiter en priorité. Donc, des exemples de tâches importantes et urgentes, ça va être certains mails que vous devez traiter, votre voiture qui tombe en panne alors que vous avez ensuite un déplacement de prévu et que c'est votre moyen de transport numéro 1, ou bien encore un appel d'offres, par exemple, avec une échéance et qui est important pour votre activité. Les tâches ensuite qui sont importantes mais non urgentes, qui figurent ici, ces tâches-là, il est plus intéressant de les planifier. C'est des tâches qui vont avoir une forte valeur ajoutée mais qui n'ont pas forcément une échéance. Donc ça peut être tout ce qui est lié à votre développement, le besoin de suivre une formation, un coaching. Ça peut être aussi des moments dédiés à la veille stratégique pour affiner votre culture générale sur un sujet. Ça peut être aussi votre présence ce soir au meet-up sur la charge mentale. Voilà, c'est vraiment des actions qui vont, sur le long terme, moyen terme, court terme aussi, vous apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à vos objectifs, à vos buts et à vos éléments de motivation. Les tâches non importantes mais urgentes, ici on a une échéance, on a quelque chose, il faut les traiter, mais vous pouvez les déléguer. Donc là finalement, ça va être la majorité peut-être de vos mails qui sont à traiter, certains services qui sont demandés par des clients, des collègues. En fait, dans cette catégorie-là, c'est souvent lié aussi aux objectifs de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent vous paraître importantes, mais elles ne sont pas forcément importantes pour vous, mais plus pour votre collègue. Donc ça peut provoquer une certaine satisfaction au moment où vous les réalisez, mais sur le long terme, ça peut aussi générer de la frustration parce que vous n'aurez pas de temps pour gérer les tâches qui sont importantes pour vous. Les tâches non importantes et non urgentes, bah là finalement, par rapport à notre to-do, autant les abandonner. Des exemples, c'est traîner sur les réseaux sociaux ou bien tout ce qui est notifications intempestives que l'on reçoit sans arrêt et qui finalement, on s'y perd et notre to-do continue de s'allonger pendant ce temps-là. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que finalement, sur le long terme, on devrait passer plus de temps ici sur les tâches importantes mais non urgentes, alors qu'on est souvent dans des notions d'urgence à vouloir. Mais c'est aussi lié, tout à l'heure Alexandra vous parlait des biais cognitifs, c'est aussi lié au biais du moment présent où on attache plus d'importance aux actions qui nous viennent avec une échéance et qui nous viennent tout de suite. Donc le lien de la matrice Eisenhower finalement avec la charge mentale, c'est que vous voyez, qu'en gérant vos priorités, vous allez pouvoir du coup mieux gérer vos ressources et rendre vos ressources disponibles. Mais il y a aussi une notion d'agir sur la demande de la tâche, puisque vous allez aussi pouvoir agir sur des tâches avec plus de valeur ajoutée pour vous, ce qui est une façon de gérer votre charge mentale. Donc, on a vu un outil pour gérer vos priorités. Vous avez fait votre matrice. Vous savez dans quel ordre est-ce que vous pouvez commencer vos actions. Mais ensuite, comment je fais pour rester concentré et pour être efficace, finalement, dans ces actions ? Un outil qu'on vous propose, c'est la méthode Pomodoro. Est-ce que vous savez en moyenne, tous les combien, est-ce qu'un salarié au sein d'une entreprise est interrompu ? Des idées ? Toutes les 5 minutes ? Eh bien, on n'est pas loin, parce que c'est toutes les 3 minutes. Donc, imaginez le nombre de sollicitations que l'on reçoit et l'impact que ça peut avoir sur notre performance et aussi sur notre bien-être. Parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure en première partie, notre cerveau, finalement, malgré le fait qu'on soit dans des environnements qui soient très multitâches, qui nous demandent d'être multitâches, on est monotâche. On a besoin de traiter une chose après l'autre si on veut réellement être efficace. Donc, la méthode Pomodoro, c'est une méthode qui permet de structurer et de mieux gérer votre temps. Vous avez un objectif précis, vous allez le découper en différents temps de travail. En général, on se donne des plages de 2 heures de travail d'affilée. Ici, la méthode Pomodoro propose de travailler sur des séquences de 20 minutes. Et lorsque vous avez une séquence qui se finit,
vous avez un temps dédié à une pause. C'est vraiment un peu une prise de recul. Je mets mon cerveau en repos. Alors là, c'est des petites pauses de 3 à 5 minutes. Puis vous réenchaînez sur un Pomodoro. Et au bout de 3, ça constitue une série. Et là, vous pouvez vous accorder une pause un peu plus longue qui est de 15 à 30 minutes. Ces temps de pause sont vraiment importants parce qu'ils vous permettent finalement d'ancrer l'information, de régénérer votre cerveau et de finalement mémoriser aussi ce que vous êtes en train de faire. Donc il existe plein d'outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Des outils, donc c'est des applications à télécharger sur vos téléphones. Là, on vous a mis l'exemple d'une petite vidéo sur YouTube qui est Study with Me, si vous voulez avoir un chrono qui se lance en même temps sur votre ordinateur et pouvoir suivre quelqu'un qui adopte la méthode Pomodoro. Est-ce qu'elle s'est lancée? Oui, elle s'est lancée. Donc vous allez avoir ensuite le chrono qui va se lancer. Donc voilà, il y a Pomodoro, ça vient donc pour les plus italophones d'entre vous, c'est tomate en italien. Ça vient des petits chronos là qu'on avait en forme de tomate. Voilà, il y a plein de moyens de se chronométrer. Et ce qui est important avec cette méthode, c'est que finalement, en se concentrant uniquement sur un objectif, et ben finalement, on augmente nos ressources disponibles avec pour gagner en efficacité et en performance et faire en sorte que notre cerveau ne soit pas pollué par plein d'autres choses environnantes. Donc Géraldine va vous présenter maintenant des outils au niveau des organisations. Donc Lucie vient de vous présenter une solution qu'on peut mettre en place individuellement pour mieux se concentrer. Mais ce qui est important aussi, si on veut que ces solutions soient réellement efficaces, c'est que les organisations mettent en place aussi les conditions favorables à la concentration au sein des entreprises. Des recherches de Gloria Marks, une chercheuse de l'Université de Californie, ont montré que dès lors qu'on est interrompu, le cerveau met en moyenne 23 minutes pour retrouver un état de concentration optimal. Et comme vous a dit tout à l'heure Lucie, à l'instant, comme on est en moyenne interrompu toutes les 3 minutes, ce qu'on se dit, c'est que la priorité pour les organisations, c'est quoi? C'est d'aider les collaborateurs à réduire les interruptions subies au cours d'une journée. Alors pour le faire, il y a des choses qui semblent assez évidentes, mais qui pourtant ne sont pas encore mises en place réellement au sein de plein d'entreprises. C'est que l'entreprise, elle doit proposer des espaces pour aider les collaborateurs à s'isoler et pouvoir être vraiment dans une condition favorable de concentration. Donc ces espaces, évidemment, il faut aussi qu'ils soient en nombre suffisant, parce que si on est très nombreux et qu'il y en a un, ça ne marche pas. Il faut aussi qu'ils soient à proximité des bureaux et il faut qu'ils soient au sein des open space. Alors après, on dit oui, mais selon où on se trouve, les espaces, ça coûte cher, donc il n'y a pas forcément suffisamment pour pouvoir avoir tous les espaces recherchés. Mais il y a aussi des possibilités, c'est d'avoir du mobilier. Alors on a cette petite chose-là. Vous expliquer ce que c'est. C'est que finalement, ça coûte pas très cher, mais ce qui est important, c'est de pouvoir dire à ses collègues au sein de son bureau qu'on n'est pas disponible et qu'on a besoin de ne pas être dérangé. Alors pour indiquer ne pas déranger, au lieu de mettre un panneau, on peut mettre ces petites flow lights là qu'on a ici sur le bureau qui permettent d'indiquer, de les passer au rouge quand on n'est pas disponible et qu'on a besoin de se concentrer. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a montré que ce type de dispositifs qui finalement ne coûtent pas cher et qui sont faciles à mettre en place permettent de réduire de 46% les interactions subies par les collaborateurs. Donc ça réduit les interactions humaines, les interruptions humaines. Le deuxième point, c'est également de pouvoir réduire les interruptions technologiques. Puisque aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a à disposition, on sait bien qu'on est beaucoup interrompu, notamment par les notifications. Et quel est le rôle que l'organisation doit jouer dans ça? C'est très simple, c'est de former les collaborateurs à l'utilisation des nombreux outils qui sont mis en place, et notamment à leur prise en main, avec vraiment apprendre à gérer toutes les notifications des outils qui vous sont mis aujourd'hui à disposition au bureau, et de le faire de manière efficace et cohérente, parce qu'on en a plein, donc il faut aussi que ça soit tout à fait efficient. L'autre point, c'est que finalement, en formant les collaborateurs à la prise en main de ces outils, il faut aussi les former aux usages.
c'est vraiment primordial pour l'organisation d'accompagner les collaborateurs dès lors qu'on lance un nouvel outil, que ce soit un outil de communication, que ce soit un outil collaboratif, d'expliquer et d'accompagner lors du déploiement, d'expliquer pourquoi on lance cet outil et surtout d'expliquer comment on l'utilise et dans quel contexte. Alors ça peut sembler des choses assez évidentes, mais pour autant, c'est très rarement fait. Et or, de mettre en place cette approche par les usages permet aussi aux collaborateurs de réduire ce sentiment de surcharge informationnelle qu'on parle aussi quand on parle d'infobésité. C'est que finalement, avec la multitude des canaux de communication qui sont supposés favoriser aussi le partage de l'information, la collaboration, et qui ont plein d'avantages, ils créent aussi un certain nombre d'inconvénients vis-à-vis des collaborateurs. Donc, apprendre accompagner les collaborateurs dans les usages de ces outils, c'est réduire aussi cette surcharge informationnelle et c'est aussi un moyen de réduire notamment un biais qu'on a, le nombre d'emails qui sont très très importants où en moyenne on passe 5 à 6 heures par jour à traiter des emails. Si on déploie des outils qui sont aussi des outils collaboratifs, ça va aider les collaborateurs à réduire ce volume d'informations et aussi à réduire du coup ce sentiment d'urgence, de devoir toujours tout traiter les informations ou ce sentiment, cette peur de passer à côté d'une information. Donc ça, c'est la priorité des entreprises. Ça doit être d'aider les collaborateurs à réduire les interruptions au sein d'une journée. Et le deuxième point, la deuxième priorité, qui est vraiment aussi très importante, c'est de permettre de faire des pauses. Alors, pourquoi on va parler des pauses ? Ce n'est pas parce que nous, les collaborateurs, on est fainéants, c'est parce que la pause, c'est très important. C'est ce qui permet, on a vu tout à l'heure, de régénérer son cerveau. Et donc, du coup, faire une pause permet d'être beaucoup plus productif et de pouvoir mieux se concentrer. Et ça, c'est vraiment un enjeu important pour les entreprises, puisque, au fond, c'est ce qui contribue à des bonnes conditions de travail. Alors, évidemment, on peut faire quoi ? C'est mettre à disposition des espaces pour ça. Il faut savoir que régénérer son cerveau, ça passe par faire la sieste. Alors, faire la sieste, il y a un ESA qui nous a montré que si on fait des siestes de 15 à 20 minutes, on récupère 34% de productivité, ce qui est quand même pas négligeable pour une entreprise qui peut percevoir les choses plutôt par les coûts que par le bien-être parfois. Là, au moins, on a aussi des chiffres qui permettent de dire que ça a un enjeu vraiment nécessaire et en termes de productivité pour les entreprises. On peut régénérer aussi son cerveau en faisant de la méditation ou alors tout à l'heure Juliette l'évoquait, les relations sociales. C'est vraiment avoir des espaces au sein de l'entreprise qui permettent d'échanger, de rencontrer ses collègues et de pouvoir vraiment faire un break au milieu de sa journée en termes de concentration. C'est très très important puisque ça nous permet vraiment d'être à nouveau efficace et après focus sur ce qu'on fait. Donc il faut pouvoir proposer des espaces de travail, mais surtout aussi, il faut faire en sorte que les organisations évoluent sur leur culture. Parce que proposer des espaces qui permettent de faire des pauses, mais finalement, si on ne se sent pas autorisé à y aller, en fait, ça ne sert à rien. Et ça peut être encore pire, ça peut créer même une surcharge mentale, parce que finalement, on est dans de la frustration et puis les injonctions paradoxales qu'on a vues tout à l'heure. Et là, du coup, l'effet, il n'est pas du tout le bon. Donc, il est vraiment important que les managers montrent l'exemple, que les entreprises évoluent dans leur culture d'entreprise. Il faut aussi communiquer autour de ça pour vraiment faire comprendre aux collaborateurs qu'ils ont le droit d'y aller et que c'est important et que ça fait partie de la vie de l'entreprise de faire des pauses et de régénérer son cerveau et d'être en fonction de son rythme physiologique. Donc, maintenant, nous allons parler des outils innovation managériale. Alors, contrairement à ce que... Je ne sais pas si vous pouvez tous lire la petite BD. Attends, on va t'aider. Et le collaborateur au milieu qui pense très fortement, je ne le voyais pas comme ça, le management de proximité. Donc, on ne va pas vous parler de management de proximité, mais plutôt de vous donner des exemples d'outils d'innovation managériale. Ce qu'on entend par innovation managériale, c'est donc plutôt la posture du manager coach qui est là vraiment pour accompagner les collaborateurs de façon souvent très collaborative. Un outil qui peut être impulsé à titre individuel, mais aussi insufflé par la culture de l'entreprise ou par les managers, c'est de faire vos réunions en marchant. Et c'est un outil qui peut paraître un peu simple comme ça, mais qui est très efficace.
Parce que finalement, lorsqu'on marche, lorsqu'on est actif, il se passe plein de mécanismes dans notre cerveau qui font qu'on va libérer notre pensée divergente, qu'on va être plus créatif, plus imaginatif, mais aussi plus efficace. Il y a eu une étude qui a été menée à l'université de Stanford sur 176 étudiants qui ont été donc répartis en 2 groupes. Un groupe à qui on a demandé de marcher sur le campus de l'université et un autre groupe qui, pendant ce temps-là, est resté assis dans la salle. Donc, ils ont été ensuite regroupés et on leur a donc fait tester le test de Guilford, qui est un test autour de l'imagination. Et donc, on leur a présenté différents objets et on leur a demandé tous les usages qu'ils pouvaient imaginer vis-à-vis de ces objets. Donc, par exemple, un bouton de vêtement, où certains ont pensé à une passoire, à une poignée d'une maison de poupée, ou bien encore à des signaux pour donner son trajet au niveau de la route. Voilà, plein de comme ça, on leur a demandé un maximum d'idées. Et les résultats de cette expérience, c'est que finalement, le groupe qui avait marché, 80 à 100% d'entre eux ont été beaucoup plus créatifs que l'autre groupe. Ils ont trouvé jusqu'à 60% de plus d'idées que le groupe qui était resté assis. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vous incite à tester. Si vous avez la chance d'avoir des allées bordées de bambou, par exemple, ou même voilà, vous faites le tour du quartier ou de votre entreprise, et c'est assez simple, et vous verrez les effets assez immédiatement. Alors, un deuxième atelier aussi qu'on peut vous proposer, un deuxième outil, c'est l'atelier Solution Focus. Alors, dans quel cas on se trouve ? On se trouve dans le cas d'un membre d'une équipe voilà, qui a un problème et qui n'arrive pas à résoudre ce problème et qui donc a besoin d'accompagnement. Alors, cet atelier, il est inspiré des travaux de Chazer et Kimberg de la fin des années 70, début des années 80. Qui se concentre finalement et qui dit que les causes, rechercher les difficultés et les causes des difficultés du problème n'emmène pas forcément vers une solution. Et que la solution finalement n'est pas dans le problème si on continue à se focuser toujours sur le problème. Donc finalement la solution, elle est à côté du problème, elle est finalement dans les exceptions au problème. Et donc ils ont proposé un jeu de langage qui se focus et qui questionne à la fois sur, et pas sur le pourquoi du passé, mais plutôt sur le comment du futur désiré. Alors avec Géraldine, on a fait l'exercice, on s'est pris au jeu et on vous fait écouter et on en reparle après. Gérard m'a confié l'organisation du spectacle Abracadabra, mais il n'y a que des magiciens experts et en plus, je n'en connais aucun. Ils ont la réputation d'avoir un sacré caractère. Je ne me sens pas à la hauteur. Et pour être honnête, j'en dors plus la nuit. Qu'est-ce qui, dans cette situation, est un problème pour toi ? Je me questionne sur ce qui est attendu de moi sur cette mission. Est-ce que je dois les challenger ou simplement les piloter afin que le spectacle soit prêt en temps et en heure ? D'accord. Et alors, quelle est la situation que tu espères au mieux ? J'aimerais être légitime à leurs yeux, avoir une bonne collaboration avec eux, qu'ils aient une certaine considération de moi. Mmh. Supposons que dans le futur, on se retrouve ici, dans cette même salle, le problème est résolu, la situation que tu espères s'est réalisée, et qu'est-ce qui est différent à ce moment-là ? Je dirais que je ne suis pas focalisée sur mes propres peurs et interrogations, et je suis focus sur la création du spectacle. Mmh. Quoi d'autre ? J'ai réussi à les challenger et à les pousser dans leur retranchement. Quoi d'autre ? Ils ont réussi à être innovants et à créer de nouveaux tours. Quoi d'autre ? La concurrence entre les magiciens a été dépassée et ils sont devenus une vraie équipe. Et qui d'autre que toi, dans ton entourage, voit des différences ? Gérard, qui est satisfait du déroulé, et puis les magiciens aussi. Et à quoi ton entourage perçoit-il qu'il y a une différence ? Je dirais que je suis plus assertive, ouverte, et ils me font confiance. D'accord. Alors maintenant, imagine-toi sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la situation que tu espères,
Où est-ce que tu te situes actuellement? En y réfléchissant, je dirais que je suis à 5. Ah, 5? Ah oui. Qu'est-ce qui te permet que tu sois déjà à 5? Ben oui, je suis à 5 parce que, en fait, j'ai déjà quand même piloté d'autres organisations de spectacles. Et oui, bien sûr. Et puis quoi d'autre te permet d'être à 5 aujourd'hui? J'ai passé mon CAP magicien il y a quelques années, donc je ne suis pas non plus une débutante, tu vois. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui serait différent si tu étais un cran plus haut et le fait que tu fasses +1, donc à 6 sur l'échelle? Le fait de connaître 1 ou 2 magiciens m'aiderait à mieux préparer ma mission. Et alors, qu'est-ce qui te donne confiance pour faire ce +1? Le fait que j'ai un bon relationnel avec les gens. Et dès demain, quels seraient les premiers signes de progrès vers ce +1? J'ai planifié un rendez-vous. Voilà, donc vous voyez effectivement, alors c'est une conversation volontairement simplifiée pour l'exemple, hein, mais vous voyez que Géraldine, au départ, est partie plutôt avec des craintes. Elle était focusée sur ses problèmes, et puis que petit à petit, elle a pris conscience qu'elle n'avait peut-être pas forcément tout en main, toute la capacité, mais en tout cas, elle avait déjà une capacité pour faire une première étape vers la solution. Alors, vous avez peut-être constaté que cette conversation, elle se déroule en 5 temps. Un premier temps qui consiste à imaginer son futur désiré. Un deuxième temps qui, sur une échelle de 1 à 10, consiste à évaluer où nous en sommes. Un troisième temps qui consiste à partager ce que nous avons fait déjà pour en être déjà là. Un quatrième temps qui consiste à visualiser la situation lorsque nous serons un cran plus haut sur l'échelle. Et enfin, un 5e temps qui consiste à définir les actions essentielles nécessaires pour accomplir ce +1. Voilà. Donc, grâce à cet atelier, on a réussi à agir sur les ressources disponibles. On peut, avec ce type d'atelier, adresser d'autres problématiques. Mais là, la question autour de la charge mentale, c'était bien d'amener le collaborateur à apprécier ses ressources, ses qualités. On pourrait poser un certain nombre d'autres questions. Par exemple, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te maintiens à ce niveau-là? Quelles sources de progrès as-tu identifiées? On reste dans des questions positives. Et donc, finalement, ce type d'atelier permet de développer l'estime de soi, la motivation, et donc crée des conditions pour instaurer un état de flow. Voilà. Alors, je vais vous présenter un troisième atelier qui est le Delegation Poker. Alors là, on se situe dans quelle situation? On est dans une situation où on a des processus de décision qui peuvent être flous au sein d'une équipe ou qui sont contraires finalement à une volonté d'autonomie des collaborateurs d'une équipe. Donc l'idée finalement, c'est de travailler sur la délégation. Alors, quand on parle délégation, souvent, on pense à 2 alternatives qui sont je fais ou vous faites. En fait, en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que cela. Et donc, l'atelier nous amène à finalement travailler sur différents niveaux de délégation. Et l'idée, c'est de faire jouer une équipe avec son manager autour de 7 niveaux de délégation du manager. Donc, on distribue un jeu de cartes à chaque membre de l'équipe. Et si on regarde là les 7 niveaux de délégation, nous avons le premier qui est annoncé, donc ça veut dire que le manager prend la décision et ensuite on informe son équipe. Nous avons le deuxième niveau, vendre, qui consiste finalement à ce que le manager prenne la décision et ensuite convainque son équipe de la bonne décision, que c'était la bonne décision. Le troisième niveau qui est consulté, ça veut dire que le manager va d'abord consulter son équipe avant de prendre sa décision. Le 4e niveau, qui est l'accord, donc qui est finalement le niveau pivot. Et là, le manager et l'équipe vont prendre la décision d'égal à égal. Le 5e niveau, qui est conseillé, ça veut dire que l'équipe va prendre conseil auprès du manager. Donc, on a basculé. Là, c'est l'équipe qui prend conseil auprès du manager avant de prendre sa décision.
Le niveau 6, qui est s'informer, ça veut dire que le manager s'informera de la décision prise par l'équipe, donc l'équipe a le choix de sa décision. Et enfin, le niveau 7, qui est le niveau de délégation totale, ça veut dire que le manager n'a aucune influence et que l'équipe délègue à toute délégation pour effectuer ses actions. Donc, comment se passe le jeu? Finalement, l'animateur ou le facilitateur va proposer une situation de vie de l'équipe ou bien proposer ou demander à un membre de l'équipe de choisir parmi une liste de propositions. Il va demander à chacun d'abattre une carte qui va correspondre à l'action et à la situation demandée. Et donc, chacun va abattre une carte avec un niveau de délégation qui correspond, selon lui, qui est adapté à la situation demandée. Et l'idée, c'est que ça crée ensuite un échange entre les différents membres de l'équipe. L'idée, c'est d'abord de faire exprimer ceux qui ont voté le plus haut ou le plus bas. Donc, le plus petit score va échanger avec le plus haut score. Et ça va faire prendre conscience à l'équipe de l'ensemble des niveaux de délégation possibles et réfléchir sur les différents écarts. Après, il peut y avoir une variante avec des points. L'idée, c'est de faire jouer l'équipe pour qu'elle gagne un max de points en termes de délégation, pour les pousser finalement à travailler sur la délégation. C'est un jeu qui permet d'être compétitif, motivant, engageant. L'idée, c'est pas non plus il faut aussi limiter pour éviter les problèmes. Et donc, l'idée, c'est de ne pas... Alors, ça marche plus, pardon. Voilà, c'est ça, pardon. De ne pas faire comptabiliser les personnes qui pousseraient le niveau de délégation très haut. Donc, on éliminera finalement, en tout cas, les personnes qui auront un niveau de score très élevé et qui seront en minorité ne comptabiliseront pas leurs points. Voilà. Il y a aussi la possibilité de faire un delegation board au niveau de l'équipe. Un delegation board, ça veut dire que ça permet de montrer le constat finalement d'un niveau de délégation attendu soit par le manager, soit par l'équipe face à une situation donnée et face à un certain nombre de sujets. Ça permet également aussi éventuellement de se poser sur des niveaux de délégation par action à un moment et puis aussi de mettre ses souhaits à un niveau cible et potentiellement derrière d'identifier tous ensemble les actions pour passer d'un stade actuel de niveau de délégation à un niveau cible. Alors, dans ce Delegation Board, ce qu'il est intéressant de voir, et au travers de ce jeu-là, c'est que finalement, la délégation, c'est pas binaire. Hein, donc, il y a un certain nombre de niveaux de délégation. On n'est pas soit dans le total contrôle, soit dans le trop permissif. C'est un processus, pas à pas, qui se fait de manière progressive. Hein. Et l'idée, c'est que on ne va pas passer d'un niveau 2 à un niveau 6 sur une activité. Et tout passage de délégation va se faire avec l'accord de l'équipe et avec le manager. Et on va s'assurer quand même que l'équipe a les moyens de ce niveau de délégation. Donc ça peut être à la fois de l'organisation, des outils, des compétences également. Donc voilà, donc c'est contrôlé. Et puis, ça peut dépendre aussi du contexte. Hein. Une délégation, elle peut être globale sur toute une équipe, ou bien on peut aussi avoir une personne au sein de l'équipe qui n'a pas le même niveau de délégation que les autres sur le même sujet. Par exemple, une équipe qui aujourd'hui va envoyer ses communications vers les autres services sans problème, avec totale délégation par le manager, peut-être qu'avec un nouvel entrant qui va arriver, on demandera à ce nouvel entrant d'aller prendre conseil auprès du manager avant d'envoyer des communications. Donc l'équipe sera au niveau 7 et le nouvel entrant sera au niveau 5. Voilà. Donc c'est intéressant aussi d'aller sur ce board régulièrement, que ce soit quand une nouvelle action apparaît, ou bien aussi quand même toujours pour s'assurer et vérifier que les managers et l'équipe sont bien en phase avec les niveaux de délégation éventuellement souhaités. Il n'est pas rare de se rendre compte que finalement le manager pensait que l'équipe voulait une totale autonomie sur un certain nombre d'actions, un maximum d'actions, et au final l'équipe elle-même ne se sent pas capable finalement d'aller jusqu'à ce niveau de délégation. Donc ce type d'atelier, il permet d'agir directement au niveau de la charge mentale sur la latitude décisionnelle, c'est-à-dire l'autonomie, hein, comme on l'a vu, et plus les compétences en regard de cette autonomie.
Je vais passer la parole maintenant à Alexandra. Merci Fanny pour toute cette partie sur l'innovation managériale. Moi, je vais la terminer, notamment en abordant comment adapter son coping, alors à titre individuel comme à titre organisationnel, comment le manager peut identifier le coping des collaborateurs et donc le rendre plus efficace. Mais qu'est-ce que le coping, me direz-vous ? Le coping vient du verbe to cope with, donc en anglais, qui veut dire faire face à. En fait, il s'agit de l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux que l'on va déployer pour gérer des exigences spécifiques qui sont évaluées par la personne comme consommant ou excédant nos fameuses ressources disponibles. Donc ça va les excéder. Donc on va développer des stratégies d'adaptation. Juliette, tout à l'heure, vous parlez du fameux stress, donc où on s'adapte toujours par rapport à tous les stimuli. Donc là, on a des stratégies de coping. En d'autres termes, ça veut dire que lorsqu'on est confronté à une situation que l'on va juger stressante, on va alors mettre en place de façon plus ou moins consciente des stratégies de coping, donc on dit aussi des stratégies d'ajustement, c'est-à-dire un ensemble de process que l'on va imaginer et installer entre nous et l'événement afin d'en maîtriser les conséquences potentielles sur notre bien-être physique et psychique. On a une menace qui arrive, du coup, de façon plus ou moins consciente, on va se comporter d'une autre façon pour mieux gérer cette source de stress. Alors, il y a beaucoup de théories, donc on sait que le coping varie d'une situation à une autre. On ne va pas avoir les mêmes stratégies en fonction de la situation jugée stressante que l'on va rencontrer. On sait aussi que pour une même situation, on est tous différents, donc on a tous des biais différents, on parlait des biais tout à l'heure, mais on va avoir également des stratégies de coping différentes selon comment on la juge à ce point stressante. Et également pour un même individu, on ne va pas avoir le même comportement en début d'année, par exemple pour aller acheter les cadeaux de Noël ou alors pour les vacances d'été, par rapport à une même situation, on va déployer des comportements différents. Alors, il y a beaucoup de théories sur les différentes stratégies comportementales qui existent. Moi, je vais vous parler celle élaborée par Lazarus et Folkman en 1984, qui dénombre 3 grandes stratégies de comportement. Il y a tout d'abord la stratégie de coping centrée sur l'action, c'est-à-dire tous les process que l'on va mettre en place pour réduire les exigences de la situation ou augmenter nos propres ressources pour mieux y faire face. On a également les stratégies de coping centrées sur l'émotion. En fait, ça correspond à toutes les tentatives que l'on va mettre en place pour réguler nos propres tensions émotionnelles qui sont induites par la situation. Et enfin, on a la stratégie de coping centrée sur le soutien. En fait, ça consiste à tous les process que l'on va mettre en place pour obtenir la sympathie et l'aide d'autrui. En fait, c'est un mix entre les deux, car on va chercher du soutien pour modifier notre situation, ou alors on peut aller chercher du soutien pour réguler nos propres tensions émotionnelles. Donc typiquement, vider son sac, juste avoir une petite tape sur l'épaule, mais des fois on se sent mieux et on peut mieux gérer la situation stressante. Alors pourquoi je vous parle du coping ? Parce qu'en fait, le fait d'identifier nos stratégies de coping, donc déjà d'identifier la situation et d'identifier quelle stratégie nous on met en place et est-ce qu'elle est efficace ou pas, permettra par exemple de passer d'un état de Calimero résigné. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. À un Rocky qui veut modifier sa situation. Ou alors cela permet de passer d'un gamer qui va s'acharner. À un paresseux qui va lâcher prise. Hé, Attendez. ici là. Oh non. Oui. Flash. Comment on Non. appelle Une chamelle à 3 bosses. une Enceinte. Ok, super, chamelle on a saisi. Pitié, à est-ce qu'on 3 peut... Je ne vous en dis pas plus. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, sachez que l'on a mis en place en interne et donc on va la proposer également. Donc, toute une formation sur comment identifier nos stratégies de coping et comment les rendre plus efficaces. Et on en fera également un meet-up à partir de la rentrée 2020. Maintenant, je vais laisser la parole à Fanny pour conclure. Alors, ce qu'on a vu finalement au cours de ce meet-up, c'est que la surcharge mentale, elle est liée
à la fois au caractère extrêmement limité de notre mémoire de travail, à la perception que nous avons de nos propres ressources au regard de la demande de la tâche, et puis directement à l'époque finalement dans laquelle on vit avec les nouvelles formes de travail. Alors ce que je vous propose, c'est de laisser Albert conclure. J'ai fait ma thèse sur les troubles anxieux, donc le stress, le burn-out, etc. Cette notion d'opposer les vacances versus le travail est en général pas une bonne chose. C'est-à-dire, imaginez que moi je vous dis, moi je ne vais plus dormir. Et chaque début du mois, je vais dormir 1 semaine et puis pas dormir pendant 3 semaines. Ou bien moi, je ne vais plus manger. Chaque début du mois, je vais bouffer 15 kilos et puis ne plus manger pendant 20 jours. C'est comme ça qu'on est en train de faire avec notre effort. On se dit, je vais travailler. Et en juillet ou en août, je vais prendre 2 semaines où je ne fais rien. Et puis je rentre à la rentrée. Le mieux, c'est d'essayer de trouver une manière de reposer et d'utiliser son cerveau au quotidien. Et ne plus vraiment juste attendre les vacances. Et pendant les vacances, faire ce qu'on veut. Et comment on est un fait espace pour résilient. faire reposer son cerveau? Il y a plusieurs choses. On peut ne rien faire. Oui. Ça paraît bizarre. Mais littéralement, ne rien faire, ça ne veut pas dire être dans le moment présent, ni rien du tout. Vraiment, ne rien faire. Des fois, j'ai besoin de prendre un break de moi-même. Donc, je vais m'asseoir et juste laisser mon cerveau faire ce qu'il veut. Et je déconnecte. C'est comme si, quand vous êtes dans le métro, vous voyez des gens qui regardent dans le vide. C'est un peu ça. Faire du sport, lire, n'importe quoi où il n'y a pas une sorte de pression de performance. Parce que même le sport peut devenir une pression. J'ai des patients qui sont venus pour des burn-out. Ils travaillent dans des centres de yoga, par exemple. Trop de pression, il faut que je médite, il faut que je fasse mon yoga, j'ai pas eu le temps de faire ma méditation du matin, etc. etc. C'est la pression qu'on s'automet qui fait qu'on est fatigué au moins. Savoir quand se déconnecter, ne pas ruminer le soir, par exemple. Souvent, c'est là que ça arrive, parce qu'on ne peut pas agir. Donc, se focaliser sur les choses qu'on appelle actionnables. Est-ce que je peux agir sur ça? Déléguer à soi-même. Moi, ça m'arrive souvent de me dire, je vais déléguer ça pour Albert du matin qui se démerde. C'est pas mon problème. Par exemple, il y a la vaisselle et je me dis, Albert de demain fera la vaisselle. Voilà, donc nous serions vraiment maintenant très intéressés de savoir ce que vous avez pensé de ce meet-up. Donc, si vous vouliez bien vous reconnecter à Klaxoon avec le code qui s'affiche ici. Voilà, donc... Maintenant, si vous avez envie d'échanger avec nous, eh bien, c'est avec plaisir que nous vous invitons à partager une discussion autour d'un verre. Et nous voulions véritablement remercier donc Microsoft pour leur accueil ici dans le lab, notre partenaire Erwan, et puis l'ensemble des équipes OnePoint qui a permis l'organisation de ce meet-up. Et puis surtout, un très grand merci à vous tous pour votre attention.